moi, c'est Cécile. Donc, je suis enseignante dans une école maternelle de 4 classes à Montluçon, dans l'Allier. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis maîtresse, comme on dit. Et donc, ça doit faire à peu près 20 ans que je pratique quand même la pédagogie coopérative. J'ai toujours pratiqué à peu près comme ça, parce que je n'avais pas du tout envie de faire autrement. Est-ce que tu peux dire pour toi, ce que c'est que la pédagogie coopérative, Cécile? Alors, la pédagogie coopérative, pour moi, en fait, c'est de fonctionner peut-être plus en écoutant les élèves. Après, j'imagine qu'il y a des enseignants qui écoutent les élèves en pratiquant une pédagogie plus classique. Mais pour moi, j'avais l'impression de plus écouter les élèves justement en fonctionnant en coopération. C'est-à-dire en leur demandant vraiment très régulièrement ce qu'ils avaient envie de faire dans la classe, même si du coup c'est des choses qu'on n'a pas préparées à l'avance. Eh bien après, c'est des choses sur lesquelles on peut rebondir et voilà, et qu'on prépare le soir ou le week-end juste après, mais voilà quoi, c'est plus, au moins on part plus de ce qu'eux ils ont envie de faire. Et puis qu'est-ce que c'est pour moi la coopération? C'est aussi faire des projets, laisser beaucoup de place aux élèves en fait, les laisser s'exprimer, que ce soit d'ailleurs pour des choses qui peuvent paraître importantes comme justement, par exemple, proposer des projets, mais aussi des choses moins importantes, comme, c'est classique et on entend parler dans la pédagogie coopérative, mais par exemple, les quads neufs, souvent les gens ne le font pas parce qu'ils ont l'impression que c'est pas important du tout, les quads neufs, parce qu'en fait, ils parlent de petites broutilles. Et en fait, moi-même, dans ma classe, en fait, on parle même pas du quad neuf. En fait, c'est des moments, nous, on appelle ça la causerie. Parce qu'en fait, c'est vraiment des moments complètement de bavardage, en fait, entre les enfants. Et au final, c'est hyper enrichissant parce qu'en fait, on apprend vraiment à connaître les élèves parce que souvent, on ne prend pas le temps de discuter avec eux. On arrive le matin, on se met directement à travailler, entre guillemets. Et là, finalement, on travaille aussi parce que déjà, ils parlent vraiment et ils se donnent la parole eux-mêmes, etc. Et voilà, et c'est des moments qui sont hyper riches, en fait. T'écoutant parler, moi, il y a 2 choses qui me viennent. C'est que la première chose, c'est qu'en fait, toi, en fait, ce qui t'intéresse dans cette pédagogie coopérative, c'est de laisser la place au vivant. Oui, c'est ça. À la spontanéité aussi, en fait. Bon, ça m'empêche pas du tout de préparer. Moi, pendant les vacances, je travaille beaucoup. Je prépare mes semaines, en fait. Je prépare toutes mes semaines. Mais après, ça ne m'empêche pas du tout de rebondir sur justement des choses que vont me dire ou dont vont me parler mes élèves, ou je vais voir qu'ils sont intéressés par quelque chose. Et du coup, je vais partir là-dessus. Même si ce n'est pas prévu, tant pis. En fait, je vais réussir à le caser. Ou alors, je vais squeezer, tant pis, des choses que j'ai préparées. Et je pense que le plus important, c'est de partir de ce que eux, ils ont envie de... sur ce que eux, ils ont envie de faire, en fait. Mais c'est ça, c'est ce que je pensais. Que non seulement tu laisses la place aux vivants, mais en plus, tu prends vraiment les enfants comme des êtres humains, des individus à part entière, et pas des robots. C'est-à-dire que oui, d'accord, tu prépares, mais en même temps, tu t'adaptes aux vivants, tu t'adaptes à chaque enfant, tu t'adaptes en te disant que bien sûr qu'il y a un programme à suivre, mais que
tu rebondiras sur ce que les enfants apportent, la manière dont ils vivent pour pouvoir ensuite les faire s'épanouir à l'école, quoi, à travers le Voilà, c'est travail ça. scolaire. Mmh. Mmh. C'est ce que j'entends. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Mmh. Après moi, moi j'y trouve aussi beaucoup de satisfaction parce que, en tant que personne, en fait, je déteste m'ennuyer, hein, Mmh. comme, la majorité des gens, je pense, et faire tout le temps la même chose, moi, ça me barbe vraiment énormément. Donc depuis toujours, hein, je me suis toujours dit que je pourrais pas faire à mes élèves des choses qui m'ennuieraient. Mmh. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de partir, de ce qui les motive eux, en fait. Alors je sais que des fois c'est pas évident, hein, évidemment. Des fois, bien sûr que je mets des choses, dont ils me parlent de côté parce qu'on ne peut pas, tout faire non plus. Mais bah, je pense qu'il y a des petites choses sur lesquelles, voilà, dont il faut se saisir et voilà, il faut en profiter et rebondir. Et c'est pour ça que quand on est dans des moments de causerie, par exemple, où en fait ça parle à bâton rompu, et ben en fait on arrive toujours à trouver un petit truc qui nous intéresse et en fait qu'on peut même presque tourner à notre avantage en fait, parce qu'on peut toujours le rattacher à un projet auquel on avait déjà pensé. En leur enfin, voilà, de toute façon, les enfants, ils ont souvent des préoccupations qui se rapprochent des choses qu'on avait prévues à la base, quoi. Enfin, moi, je sais pas, on est en maternelle à cette période-là de l'année, en mars, on est au printemps, on sait bien que on va faire sûrement des plantations et tout. Bah, les enfants, enfin, je veux dire, ils attendent que ça, hein. Donc, dès l'instant qu'on va commencer à leur lire, ne serait-ce qu'un livre qui parle de germination, de plantes, de fleurs, un petit chat qui sème des graines ou je sais pas quoi, bah là, ça y est, hein, c'est l'effervescence, hein. Et quand ils ont déjà pris l'habitude quand ils parlent de quelque chose, que la maîtresse, ça l'intéresse, et de voir que bah, ce qu'ils disent, ça intéresse la maîtresse et que justement elle s'en saisit et que elle leur propose, ah bah tiens, vous m'avez parlé de ça, et si on faisait ça, ah bah du coup ils se sentent hyper valorisés en fait. Et du coup, bah, ils ont envie justement de proposer. Et je pense que c'est justement un entraînement pour plus tard, pour quand ils seront plus grands, enfin, bon, ça c'est peut-être un rêve, je ne sais pas. Mais je me dis, quand ils seront plus grands en élémentaire, s'ils ont encore la chance de faire des conseils, voilà, eh ben, ils seront vraiment force de proposition parce qu'ils auront pris l'habitude qu'on prenne en considération ce qu'ils disent en fait. Voilà. Et c'est très important d'être force de proposition quand on est enfant, mais quand on est adulte, parce qu'on sait bien que c'est parce qu'on arrive à prendre des décisions et bah, qu'on arrive à oser et à avancer dans la vie, puis être force de proposition dans un groupe aussi. Ça permet de s'insérer et puis d'avoir envie aussi d'aller de l'avant et de faire des projets et d'être dans le désir toujours de progresser, etc. Mm. Alors justement, par rapport à la motivation dont tu parlais tout à l'heure et de la vie que que les enfants amènent dans la classe et sur laquelle tu rebondis, donc je sais que tu travailles beaucoup par projet coopératif. Donc, est-ce que tu peux nous parler donc du projet Expo Science qu'on trouvera donc dans le module de pédagogie formation à la pédagogie coopérative de manière écrite, les photos que tu m'as envoyées. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis, voilà, en nous disant comment ce projet a motivé en fait les enfants. Alors donc c'est vrai qu'on avait participé à Expo Science, donc c'était il y a 2 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on reparticipe à Expo Science cette année.
Et donc, et ça se traduit du coup d'une autre manière cette année, étant donné la conjoncture avec la Covid, on est obligé forcément d'aborder les choses d'une autre manière. Mais mine de rien, on a déjà commencé et c'est déjà hyper intéressant. Mais je vais déjà commencer à parler d'Expo Science d'il y a 2 ans. Donc, il y a 2 ans, alors, en fait, toute l'école, donc c'est-à-dire 4 classes, donc de la toute petite, parce qu'à l'époque, on avait des tout petits, de la toute petite jusqu'à la grande section, toutes les classes étaient mélangées. Et en fait, on avait, donc dans chaque classe, on abordait un aspect scientifique différent, enfin un domaine différent, un thème différent. Et donc, dans ma classe, on travaillait sur les abeilles, parce qu'on allait avoir un apiscope, et qu'on avait déjà installé un hôtel à insectes, et que ça fait plusieurs années, oui, qu'on travaille beaucoup sur la biodiversité. On installe aussi, on a une zone de fleurs mellifères dans la cour qu'on installe, en fait, on retourne, on gratte la terre avec les enfants. On sème avec les enfants, on arrose avec les enfants pour que les fleurs soient là pour les abeilles. Voilà. En fait, on installe des chaises autour des plantes aromatiques qui sont très mellifères pour que les enfants puissent observer les abeilles. Enfin voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on avait choisi les abeilles. Hein. Alors bon, c'est pas vraiment les enfants qui ont choisi le thème, mais c'était quelque chose qui les intéressait déjà. Donc voilà, on voulait approfondir la chose parce que en fait, il y en avait plein qui nous posaient des questions sur les abeilles. Bon, et puis il y a toujours des fausses idées du genre, quand ils voient une petite abeille, c'est un bébé abeille. Enfin, voilà, ils mélangent. Le bourdon, c'est le mâle le papa abeille. Enfin, des trucs classiques, quoi. Bon, après, ils peuvent pas tout savoir. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je travaillais sur les abeilles. Il y avait ma collègue Delphine qui travaillait sur les lombrics, sur les vers de terre. Et puis, j'avais une collègue qui travaillait sur la germination et une autre qui travaillait sur la croissance des plantes. Et donc, voilà. Et alors, ça a été vraiment super parce que, en fait, dans toutes les classes, on a travaillé donc en groupe. En fait, on a fabriqué l'exposition puisque à la fin, on a participé à une exposition qui avait lieu à Tanor à Montluçon. Et si je pense, si mes souvenirs sont exacts, qu'on était la seule maternelle de Montluçon à participer à Expo Science. Bon, après, il y a des contraintes un peu techniques, hein, puis il faut pouvoir se déplacer là-bas. Donc, voilà. Nous, on avait gardé on avait, en fait, c'est que les parents ont joué le jeu et du emmener, accompagner des enfants sur le site et tout. Donc, voilà. Mais, et donc, les enfants ont participé à la réalisation de l'exposition. Enfin, ils n'ont pas participé, ils ont réalisé l'exposition, en fait. Et ils se sont, alors ça, c'était chouette, ils s'entraînaient mutuellement, en fait, pour expliquer tout ce qu'ils avaient appris lors du décloisonnement. Et c'était drôle parce que même dans la cour, on les voyait qui s'expliquaient, en fait, qui s'expliquaient ce qu'ils avaient appris. Ils se donnaient des cours, en fait, parce que comme on a plein de zones dans la cour qui sont plantées, donc ils allaient voir les fleurs et ils expliquaient, tu vois, là, la plante, elle a grandi parce que, tu comprends, il y avait du soleil. Alors, ils étaient en train d'expliquer ce qu'ils avaient appris avec mes collègues. Pareil, dès qu'ils trouvaient un ver de terre, alors ils étalaient leur science. Hein, ils expliquaient, là c'est l'anus, là c'est la tête. Ils connaissaient plein de trucs.
Et donc, ils s'expliquaient plein de choses. Et puis, du coup, ils étaient tous en train de discuter entre eux. Et finalement, bah, nous, on ne servait presque plus à rien, quoi. Et ça, moi, c'est un truc que j'adore. C'est quand, en fait, on a le sentiment de presque servir plus à rien au final. En fait, qu'on arrive à se mettre en retrait et qu'on est spectateur et que, en fait, bah, tout se passe. Bah voilà, on avait presque les enfants, ils ont presque plus besoin de nous, en fait, ils discutent entre eux. Et justement, c'est ça qui est chouette, c'est que le savoir, entre guillemets, bah, c'est bien, nous, on peut leur apporter des choses, mais en fait, eux, il n'y a rien de mieux que, que, que de se faire passer les infos entre eux, surtout qu'au final, on se rend compte qu'une fois qu'ils ont bien compris eh ben, ils dévoient presque rien, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'erreur dans ce qu'ils étaient en train de se raconter les uns les autres, quoi. Alors, est-ce que tu dirais que le fait d'avoir entendu les enfants échanger entre des savoirs est un indicateur de réussite de ce projet Expo Science? Et est-ce que tu pourrais nous donner d'autres indicateurs? Tu as vu que finalement, ce projet Expo Science avait été motivant et leur avait apporté les connaissances que vous vouliez leur transmettre. Alors, évidemment, il y a ces échanges entre enfants. Est-ce que tu vois d'autres indicateurs? Bah, déjà, parce qu'ils ont fixé, bah, mine de rien, nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on cherche, c'est quand même qu'ils fixent des connaissances. Et en fait, on se rend compte que même les petits qui étaient dans le projet, 2 ans, 3 ans après, enfin 2 ans après, ils connaissent toujours, enfin, en fait, ils savent toujours ce qu'ils ont appris il y a 2 ans, en fait. C'est des choses qui sont restées ancrées dans leur mémoire, en fait. Et même maintenant, ils sont hyper, enfin, ils font hyper attention dans la cour. Enfin, ils supporteraient pas qu'il y ait un autre qui écrase un verre de terre, par exemple. Et nous, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Alors, c'est vrai que des élèves qui viennent de l'extérieur, ils ont encore des espèces de réflexes comme ça à écraser des vers de terre ou écraser des insectes, etc. Mais sinon, ceux qui ont participé à Expo Science, c'est des choses qu'ils ne font pas, en fait. Il y a ça, il y a le fait que, moi, je pense qu'on a vu quand même la motivation par rapport à leur participation, parce qu'il y en a certains, ils ont cassé les pieds à leurs parents pour venir à Expo Science, parce que c'est quand même un week-end, donc il faisait beau, enfin, les parents n'avaient pas forcément envie de venir s'enfermer à Athanor. Eh ben, ils leur ont cassé les pieds pour qu'ils viennent, et les parents nous l'ont dit, hein, ils nous ont dit, j'ai été harcelée par mon enfant pour qu'il allait, voilà, pour qu'ils viennent voir Expo Science. Enfin, ça, c'est sûr que c'est flagrant. Et en fait, cette année, quand on a reproposé, quand on leur a dit qu'on allait participer à Expo Science, bah, tous les enfants qui avaient déjà participé, ah bah, ils étaient déjà conquis, en fait. Et on sait que les CP qui sont partis et qui ont participé, c'est un truc qu'ils ont adoré, en fait. Et que, par exemple, on a des frères, des sœurs, ils savent qu'on refait Expo Science et ils regrettent, quoi, en fait. Ils disent, oh, t'as de la chance, moi j'aimerais bien le faire, le refaire. Voilà, donc. Est-ce que tu dirais que cette motivation, tu la retrouves dans tous les projets coopératifs que tu mets en œuvre? La valorisation des projets donc, est un élément essentiel de la motivation? Ou tu dirais que c'est propre au projet Expo Science? Non, c'est pas propre au projet Expo Science. Après, Expo Science, c'est très chouette. Parce que c'est le côté scientifique. Après, je pense que là, ce qu'ils avaient aimé, c'était les petites bêtes. Bon, bah, c'est vrai que les abeilles, c'est toujours chouette et tout ça. Les plantes aussi, ils adorent de toute façon. Mais après, tout ce qui est projet coopératif, de toute façon, ils adorent. Moi, je sais que, enfin, dans la classe, on fait, par exemple, une fois par semaine, on vote pour
le livre de la semaine. Donc, tous les jours, enfin, le lundi, le mardi, le jeudi, je leur lis une histoire. Et le vendredi, en fait, ils peuvent chacun, en fait, ils votent pour le livre qu'ils ont préféré dans la semaine. Et donc, tout le monde vote. Donc, pour moi, il y a une dimension quand même coopérative dans le sens où bah, tout le monde va voter. C'est une action quand même collective. Tout le monde donne son avis. Voilà. Bon, après, c'est rigolo parce que des fois, on voit ceux qui votent par rapport aux autres. Ou bon, voilà, voilà. Il y a des petites choses à observer. Et ça, c'est un truc qu'ils adorent. Ils adorent, en fait. Dès l'instant qu'on les fait participer, dès l'instant que les enfants ils sont en action et qu'ils sont, voilà, qu'ils sont acteurs et qu'ils sentent qu'on prend en compte leur intérêt, en fait, leur centre d'intérêt, leur, ce qu'ils aiment, et ben, ils sont hyper motivés, quoi. C'est pas eux qui, enfin là, c'est eux qui choisissent le livre. C'est pas moi, quoi. Voilà, donc justement, c'est une excellente transition, Cécile. Donc en fait, tu parlais du choix. Les recherches scientifiques montrent que la motivation, elle s'appuie sur 3 piliers, hein. Avoir le choix, donner un travail à l'enfant qui est dans sa zone proximale de développement et dans un climat de coopération. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ces 3 piliers avec toi par rapport à ton projet Expo Science, comprendre un petit peu et pour analyser finement, en fait, la motivation de tes élèves. Alors, bien sûr, le préambule, on est d'accord, c'est toujours le fait, comme tu disais, de prendre en compte l'expression des élèves et leur créativité. Ça, on en parlera dans un prochain module de formation hein, de l'expression-création. Mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi leur donner le choix, leur donner quelque chose qui n'est pas trop facile ni trop difficile, et tout ça dans un climat coopératif. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps comment, dans ce projet Expo Science, tu as donné le choix à tes élèves et dans quelle mesure? Ben, par exemple, quand on a fait, enfin, donc on avait plusieurs. Bah, d'abord, on a commencé donc par lire des livres, des albums. On a regardé des petits morceaux de documentaires sur les abeilles, puisque donc on était sur les abeilles. Et après, du coup, bah, il fallait qu'on se mette d'accord, qu'on essaie de. Je leur expliquais. Alors, bah, expliquer ce que c'est qu'une exposition à des maternelles, c'est pas toujours évident. Donc, je leur ai montré aussi des petites vidéos pour leur expliquer un petit peu. Et en fait, c'est eux qui ont choisi un peu les différents supports qu'on allait utiliser pour, pour, pour exposer à Athanor. Donc, ils ont choisi de faire une grande maquette qui reprenait tous les métiers de l'abeille. Voilà, donc déjà, c'est parti sur les choix de la construction, en fait, de l'exposition, quoi. Ce qu'ils allaient mettre dans l'exposition. Bon, bah, bien sûr, c'est toujours un peu aiguillé, hein, on leur propose différentes, parce que là, ils sont petits, donc les idées vont pas leur venir toutes seules, mais Non, bien en fait, sûr, mais vous leur voilà, proposez différentes voilà, solutions et ensuite, eux font leur choix en fonction de leurs envies, c'est ça? voilà, c'est ça. Donc, par exemple, ben, alors il y avait ceux qui s'occupaient des expériences. Donc, c'est pareil, j'avais proposé différentes petites expériences possibles. Donc, ils ont choisi celles qu'ils voulaient mettre en œuvre. Du coup, il a fallu faire la liste du matériel, il a fallu qu'ils essayent, qu'ils testent et tout. Donc, en fait, il y avait un groupe qui s'occupait plutôt des expériences, un groupe qui s'occupait plutôt de ce qui était la grosse maquette là sur les ouvrières, et enfin sur les ouvrières, sur les différents métiers de l'abeille. Et puis après, on avait fait des documents. Ils avaient choisi, ils avaient vu que en fait, on pouvait faire des schémas un peu légendés,
Et en plus, il y a un truc qu'ils adorent manipuler, c'est la plastifieuse. Donc, ils n'avaient qu'une envie, c'était plastifier des trucs. Donc, je leur avais dit, bah, il n'y a pas de problème, on peut utiliser la plastifieuse. Et donc, je leur ai proposé de faire des étiquettes, voilà, pour faire des petits jeux et tout ça. Donc, il y avait ceux qui s'occupaient plus de la fabrication des petits jeux. Après, tout ça, moi, il n'y a rien qui est jamais figé. S'il y en a qui voulaient passer d'un groupe à l'autre, aucun problème. Donc, vous avez effectivement le choix parmi les pistes proposées, le choix du groupe qui le souhaitait, et quelque chose que tu n'as pas dit, qui évidemment pour toi va de soi, qui ne va pas forcément de soi pour les enseignants qui nous écouteront, c'est bien sûr le choix des copains avec qui ils travaillent. Ah oui, bah ça oui, forcément. Bah oui, puisque en fait, ils choisissaient leur atelier, donc en fait, les groupes se forment en fait d'eux-mêmes. Moi, j'impose à personne de travailler avec personne, en fait. Alors, qu'est-ce que tu répondrais, éventuellement à un enseignant qui te dirait oui, mais en même temps, si on met tous ceux qui sont trop bavards ensemble, ou alors si les enfants se mettent spontanément avec d'autres enfants, mais sont un petit peu faibles scolairement, même si je déteste ce mot, bien entendu, mais tu vois ce que je veux dire, Oui. pas le langage. Qu'est-ce que tu répondrais à ces enseignants qui ont des craintes par rapport à ça? Ben, en fait, en fait, ça me ferait rire. Parce qu'en fait, pour moi, je ne vois pas de problème. Parce qu'en fait, les groupes, ils bougent tout le temps. Donc, les enfants se mélangent en permanence. Moi, je l'observe, enfin là, c'est pour Expo Science, mais je l'observe dans ma classe tout le temps. Enfin, moi, je n'ai pas de groupe, j'ai pas de groupe. Et pourtant, j'ai un double niveau moyen-grand, là, par exemple, cette année. Et mes grands travaillent avec les moyens travaillent avec les grands. Très exceptionnellement, je réserve du travail aux grands, quoique j'ai des moyens qui viennent souvent avec les grands, enfin bref. Mais en fait, j'arrive même, enfin, en fait, je pense que les enfants, à force d'avoir l'habitude de travailler tous ensemble, il n'y a pas vraiment de groupe. En fait, même s'il y a des enfants qui s'apprécient, il y a souvent des petits binômes, des trinômes dans les classes, des petits groupes d'enfants qui aiment bien être ensemble. Oui, ça, c'est sûr. Mais en fait, dès l'instant qu'ils ont l'habitude, justement, de travailler tout le temps ensemble, mais quand je dis ensemble, toute la classe ensemble, je veux dire, avec des groupes qui tournent tout le temps, eh bien, en fait, ils n'ont pas le réflexe de se mettre ensemble. Et surtout quand on leur permet, quand ils ont fini de faire leur travail, d'aller faire autre chose. Je ne sais pas si je suis claire, parce que du coup, même s'ils aiment bien être ensemble, ils ne vont pas travailler au même rythme. Donc forcément, bah, même s'ils aiment bien être ensemble, il y en a toujours un qui va finir avant l'autre. Et du coup, celui-ci va laisser la place à un autre. Et finalement, du coup, voilà, ça va rebrasser au final. Donc, pour moi, voilà, Oui, toi, tu ne t'es jamais dit, il faut absolument faire des groupes de niveau, ou alors au contraire, il faut que les enfants se mélangent. Donc, je vais choisir, on va dire, un enfant très très fort au niveau du langage, un autre enfant plus faible. Il faut qu'il se... Non, je n'ai jamais posé ce genre de questions. Ça se fait naturellement. Non, oui, voilà. C'est que évidemment, on peut se poser la question. Je comprends qu'on se pose cette question. Mais honnêtement, dans ma classe, enfin, dans ma classe et tous les ans, j'ai envie de dire, parce que c'est pas que cette année, ça se fait toujours naturellement. À partir du moment où ils ont tout le temps l'habitude de se mélanger et de brasser, moi, je n'ai pas d'enfants, ça ne m'arrive jamais hein, de voir des enfants qui sont systématiquement collés l'un à l'autre. Par contre, moi, j'ai quand même des contraintes dans ma classe. Par exemple, j'ai un certain nombre de places aux tables. Donc, par la force des choses, par exemple, j'ai une table où effectivement j'ai des jeux de construction toute la journée.
j'ai que 4 places à cette table. Donc, quand il y a que, voilà, quand les places sont prises, et ben forcément, tout le monde ne peut pas y être. Mais honnêtement, je veille, c'est un truc auquel je fais attention et c'est pas tout le temps les mêmes qui sont à cette table. Donc, Ok, merci. Alors, passons au deuxième pilier de la motivation, donc les fameuses zones proximales de développement. Alors, comment tu peux comment tu fais, toi, pour faire en sorte que les enfants se retrouvent dans leur zone de confort et que ce que tu leur donnes ne soit pas ni trop difficile ni trop facile? Est-ce que tu l'anticipes? Est-ce que tu te dis, de toute façon, les choses se feront naturellement? Est-ce que l'activité même suppose que la question ne se posera pas? Est-ce que tu peux expliquer ça? bon alors, pour la zone proximale, alors c'est un peu, c'est que, alors déjà, je pense que justement, d'où l'intérêt de bien connaître ses élèves et de leur laisser du temps de parole, en fait, et de discuter avec eux, parce que je trouve que quand on les connaît bien, mais quand je veux dire bien les connaître, c'est-à-dire quand on discute vraiment avec eux et qu'on se rend compte de leur centre d'intérêt, etc., et ben en fait, on se rend plus compte de ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Bien sûr, il y a le côté scolaire, mais il y a aussi le côté non scolaire qui est non négligeable, à mon sens. Après, moi, j'ai tendance à mettre la barre assez haute dans la classe. Je suis assez. J'aime bien leur donner des choses qui leur nécessitent de la réflexion. J'aime bien j'aime bien les pousser. Après, si je sens qu'il y a un élève qui est en difficulté, justement, en fait, mes élèves savent que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent le dire, en fait. D'où l'intérêt aussi de laisser aux élèves beaucoup de temps de parole et de leur permettre de se sentir écoutés. Parce que du coup, ils vont savoir que dès qu'ils vont être en difficulté, au lieu d'être bloqués, ce qui n'empêche pas qu'il y en ait certains qui se sentent bloqués et qui n'osent pas le dire, hein, ça arrive encore. Mais il y en a quand même une grande majorité, ils savent que s'ils sont bloqués, ils peuvent le dire et du coup, ils ne vont pas hésiter à le faire en fait. Donc voilà. Après, j'aime bien aussi leur dire que ce que je leur propose, c'est pas facile et que justement, ce que je veux, c'est qu'ils utilisent leur cerveau. Hein, ils le savent et d'ailleurs, je sais qu'ils le disent chez eux qu'ils utilisent leur cerveau. Je pense que c'est important pour eux de se rendre compte qu'ils font des efforts. Et d'ailleurs, ça les valorise parce qu'ils savent que justement, ils ont fait des efforts pour en arriver là. Maintenant, je ne laisse pas un élève en difficulté. Si je dois simplifier le travail ou le morceler, le faire en plusieurs fois, il n'y a aucun problème pour moi pour adapter le travail en fait. Et en fait, j'ai toujours suffisamment de choses ou comment dire, voilà, je prévois toujours suffisamment pour que les élèves qui vont finir vite, ils aient toujours quelque chose d'autre en stock à faire. Mais je ne parle pas de fiches, hein, bien sûr, hein, quand je dis ça. Et puis voilà, ceux qui ont plus de difficultés à faire le travail, il n'y a pas de souci, ils le feront différemment, ou ils en feront moins, ou je les aiderai plus. Puis là, tu parles de ton rôle, mais il y a aussi le rôle ce sera le troisième pilier aussi, c'est-à-dire l'aspect coopératif, le Voilà. travail d'entraide. Alors ça, ils le savent très bien, parce qu'une des règles, et d'ailleurs on le répète souvent dans la classe, ils savent par exemple que quand on ne sait pas quelque chose, eh bien, dans un premier temps, ils ont complètement le droit de demander autour d'eux. Alors justement, hein, ils peuvent demander autour d'eux, il n'y a aucun souci.
alors des fois, pour certaines activités, on met en avant certains enfants quand on sait que vraiment ils sont hyper performants, voilà, parce que ça gêne. Enfin, dans ma tête, je me dis que ça gênera moins d'autres élèves qui pourraient, enfin voilà, qui auraient encore besoin d'un peu de temps pour être prêts, pour être tuteurs entre guillemets. Alors moi, j'utilise pas trop dans ma classe le terme le terme de tuteur en fait. Mais en tout cas, ils s'entraident beaucoup, ils se demandent beaucoup d'aide. Donc, ils ont tout à fait le premier réflexe, en fait, c'est ce que je leur dis. La première chose, c'est quand vous êtes coincé sur quelque chose, n'hésitez pas à demander aux autres autour de vous. Moi, dès l'instant, du coup, que j'entends que ça commence à papoter, bavarder, discuter, je sais qu'en fait, ils sont en train de se demander des conseils, de l'aide et tout. Du coup, ça me permet d'aller voir aussi. Alors, en règle générale, je ne suis pas envahissante. Dans un premier temps, je vais juste voir comment se déroule justement cette aide, en fait. Parce que, bon, bah, on sait bien que, surtout, bon, ils sont petits, c'est pas toujours évident d'aider sans faire le travail de l'autre à sa place. Donc, je vais juste voir comment l'autre arrive à gérer donc son aide. Et puis voilà, après, si je pense qu'il faut que j'intervienne et que voilà, je propose justement mon aide en plus. Et en règle générale, si celui qui a besoin d'aide juge que bah, justement il n'a rien compris à ce qu'on lui a expliqué, bah, à ce moment-là, il vient me voir. Très bien. Et puis, j'aimerais aussi que tu nous expliques, toujours sur ce volet, ce pilier de climat coopératif, comment tu fais pour, on revient au projet Expo Science, comment tu fais pour faire en sorte que les enfants se rencontrent sur l'objet travail, c'est-à-dire pour est-ce qu'il y a des instances où ils confrontent leur point de vue, où ils reviennent sur ce qu'ils ont fait, où ils en débattent, où ils montrent aux autres ce qu'ils ont fait, où les autres donnent leur avis. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, quand on est sur Expo Science, en fait, on a un premier temps, quand on commence la séance, en fait, on fait un point pour dire où on en était, une espèce de mise en route, en fait, pour dire où on en était, ce qu'on avait fait, etc., ce qui reste à faire, un petit peu pour demander aussi à chacun ce qu'il a envie de faire lors de cette séance-là. Éventuellement, des fois, j'utilise par exemple le tableau où je fais des petits codages au tableau et puis je peux par exemple écrire le prénom des enfants qui ont envie voilà, de participer à telle activité, bon, par exemple. Et à la fin de l'activité, on prend toujours le temps pour faire un retour et pour dire bah, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a plu, est-ce que tu veux. Alors nous, on fait des félicitations, alors pas que pendant les conseils, on en fait à n'importe quel moment. Donc, est-ce que tu veux féliciter quelqu'un, voilà, est-ce que quelqu'un t'a aidé, voilà, on fait ce genre de retour systématiquement après, à la fin des séances, histoire de boucler et de, bah voilà, de valoriser le travail qui a été fait. La dernière fois, tu me parlais aussi des AP, non, des APC, Ouais. ce moment d'APC. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, pendant les APC, en fait, il y a 2 ans, on a utilisé les APC justement pour permettre aux différents groupes de se présenter le travail effectué, en fait. Donc, ils avaient échangé sur ce qu'ils avaient fait et ils s'étaient présenté le travail parce que tout le monde ne pouvait pas aller à Tanor. Et du coup, en fait, on s'était fait un mini expo science sur le temps des APC, en fait.
Alors, comment s'était passé par rapport aux autres? Combien de temps ça avait duré? Comment avaient réagi les enfants? Bon, ça avait duré 3 heures. Et pendant 3 heures, donc c'est quand même hyper long, hein. Enfin, c'est hyper long, hein, Carrément. honnêtement. Donc, et pendant 3 heures, du coup, les groupes ont discuté, se sont montrés les maquettes qu'ils avaient réalisées. Alors après, en fait, c'était pas long du tout parce que le travail qui a été réalisé était fantastique. Par exemple, le groupe Vers de Terre avait réalisé un lombric qui faisait pas loin d'1,50 m de long. Et, et c'était génial, quoi. Ils avaient pris plein de photos, ils avaient fait des expériences avec le Muséum d'histoire naturelle. Enfin, ils avaient participé à un protocole scientifique. Enfin, donc, ils avaient tout expliqué avec des photos. Voilà. Ils avaient lancé un lombricomposteur, donc ils avaient pu montrer les vers de compost. Enfin, voilà, déjà, ça avait pris beaucoup de temps. Nous, on avait expliqué plein de trucs sur les abeilles. Enfin, de toute façon, en fait, ça a duré 3 heures et ça a été, franchement, c'était presque trop court parce qu'en fait, c'est eux qui l'avaient fait. C'est eux qui l'avaient fait, c'était eux qui étaient à l'initiative de tout. Et du coup, en fait, comme c'est eux qui le font, c'est eux qui sont à l'initiative, c'est eux qui proposent, c'est eux qui réalisent, et c'est eux qui sont capables d'expliquer. Et du coup, en fait, les enfants ne sont pas du tout barbés. Et en fait, ils sont capables d'écouter pendant 3 heures ce que leur expliquent les autres. Et en fait, ils sont vachement plus intéressés par ce que disent les autres enfants que par ce que pourrait dire une maîtresse, en fait. Tu veux dire que vous avez réussi la performance de faire rester assis pendant 3 heures des élèves de maternelle? Mais en fait, ils n'étaient pas. Non, parce qu'en fait, ils n'étaient pas spécialement assis. Alors, ils s'asseyaient, ils se levaient, ils participaient. Enfin, voilà, c'est ça aussi. C'était que c'était vivant. Enfin, mais en tout cas, ils sont restés intéressés pendant 3 heures. Alors, je reviens à ce que tu disais au début, quand tu parlais des enfants qui échangeaient leur savoir dans la cour. Et ce que tu dis maintenant sur le fait que c'est eux qui ont tout fait, voilà, évidemment sous votre guidance, mais qui ont tout fait. Ça me rappelle un petit peu ce que disait Sylvain Connac, donc, qui a été un institut en pédagogie coopérative à Montpellier et qui est maintenant enseignant-chercheur, qui disait qu'une vraie situation d'apprentissage, c'est une situation inédite et de communication. Et que toutes les tâches répétitives qui sont autour de cette situation d'apprentissage, donc pour les grands, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, pour les petits, peut-être du graphisme, des choses comme ça, les contraintes, disons, particulières, elles sont vraiment au service de cette situation d'apprentissage. Elles ne doivent pas exister hors sol. Et vraiment, moi, je trouve que ce projet Expo Science, c'est ça, c'est une situation totalement inédite et de communication. Voilà, elle s'est destinée à être communiquée. C'est là et c'est pour ça que les enfants ont appris, ont retenu, et que comme tu dis, même 2 ans après, ils s'en souviennent encore. Ouais. Et là, cette année, on est en train de réitérer un peu l'exploit, j'ai envie de dire. Parce que là, on est parti sur les éléments cette année. Et en fait, on savait qu'on voulait partir sur les éléments. Donc, comme quoi, là-dessus, c'est pas forcément les enfants qui proposent le thème de base, quoi. Mais donc, on savait qu'on voulait partir sur les éléments. Et en fait, j'avais 2 élèves qui avaient mis. Alors, j'avais mis dans la bibliothèque des livres qui parlaient du vent, de la pluie, etc. Et j'avais 2 élèves, ils s'étaient pris d'amour pour un livre sur le climat. Et ils ont flashé sur les girouettes, en fait. Et en fait, justement, c'était sur un temps de présentation du matin.
Donc parce que le matin, ils présentent donc ce qu'ils ont fait lors de l'accueil, etc. Donc ils me proposent ce livre, ils m'expliquent, voilà. Et je leur dis, bah écoutez, moi les girouettes, très bien, bah, si vous voulez, on peut essayer de fabriquer des girouettes. Alors, ni une ni deux, honnêtement, moi je savais, bon, en gros, j'avais une vague idée, mais je ne savais pas vraiment, vraiment. Donc, avec eux, hein, avec la classe, hein, je, je tape sur l'ordinateur, voilà, comment fabriquer des girouettes et tout en plastique, là. Je me doutais bien que ça pouvait se fabriquer en recyclage. Et voilà, donc on a trouvé tout de suite comment faire. Immédiatement, donc nous, on est sur Classroom, donc une application qui nous relie aux parents en temps réel. Donc, ni une ni deux, hop, j'ai envoyé un message aux parents. Donc, j'ai proposé aux enfants, s'ils voulaient qu'on fabrique des girouettes comme celles qu'on avait trouvées. Enfin, c'est des anémomètres. Hein. Donc, et ils savent très bien, attention, il faut bien dire anémomètre avec eux. Donc, je leur ai proposé, si vous voulez les fabriquer, les anémomètres, bah, bon, évidemment, la réponse a été un grand oui. Donc, j'ai envoyé immédiatement un message aux parents. On a récupéré dès le lendemain des bouteilles et on a commencé à planter nos girouettes dans la cour et on en a je ne sais pas combien dans la cour. Donc, voilà. Et c'est trop cool parce que quand on a monté les girouettes, enfin les anémomètres, et ben en fait, bah, évidemment, tout le monde, ils avaient tous envie de les construire. Ils arrivaient à comprendre pourquoi certains anémomètres tournaient et d'autres pas. Voilà, enfin, ça a été trop cool, la construction des anémomètres. Et eux, ils savent très bien pourquoi il y en a qui tournent et d'autres pas, quoi. Enfin, d'ailleurs, maintenant, tout tourne. Encore une vraie situation d'apprentissage, donc inédite et de communication. Et il y a une chose aussi qui est très importante pour revenir à la mémorisation des connaissances dont tu parlais tout à l'heure, c'est que notre cerveau limbique est à la fois le siège de nos émotions, le siège de la mémoire. Donc, il est souvent dit, les neurosciences disent souvent que lorsqu'on veut qu'un enfant retienne quelque chose, mobilise et remobilise ses connaissances, il est très important qu'il ait appris dans des conditions où il y avait des émotions extrêmement positives. Mmh. Le fait que les neurobiologistes disent qu'on ne retient que tout ce qui est émotion très négative et émotion très positive. Ce qui est tiède, on ne le retient pas. Ce qui est tiède pour nous, hein, bien évidemment, hein, parce que ce qui peut l'être pour nous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Mmh. Mais, et donc, les conseils donnés aux enseignants, c'est de faire en sorte que les enfants prennent dans des conditions émotionnelles très positives. Et je pense que le projet Expo Science et le projet Anémomètre dont tu parlais à l'instant répondent complètement à ces consignes-là. Mmh. Bah après, oui, moi, je pense que on essaye de créer un climat de classe vraiment positif, valorisant, qui leur donne envie, voilà, où ils se sentent bien en fait. Voilà, qui viennent à l'école avec plaisir et enfin, voilà, c'est l'idée. C'est quand même l'essentiel, on est d'accord. Bah oui, parce que franchement, sinon, c'est long, hein, l'école. Oui, c'est vrai. Écoute, on arrive au terme de cette interview. Est-ce que tu voudrais conclure en disant autre chose sur ce projet Expo Science, quelque chose qu'on aurait oublié, ou sur la pédagogie coopérative en général, ou sur tes propres motivations? Ben, en fait, moi, ce que je voudrais que les gens, enfin les enseignants, j'aimerais que les enseignants se disent que faire de la coopération, c'est pas difficile.
et que c'est à la portée de tout le monde et qu'on n'est pas obligé non plus de faire de la coopération au final toute la journée, que ça peut être des petites choses qui demandent rien, ça demande rien hein, matériellement, mais au final ça change tout, ça change tout. Je pense que ça rend les élèves plus heureux, honnêtement, vraiment. Ça coûte pas grand-chose, enfin ça coûte rien. Des fois, on peut penser que c'est chronophage, mais en fait c'est du temps qui est gagné par la suite. Et ça nous fait du bien à soi aussi, en fait. Voilà. C'est un beau mot de la fin, ma chère Cécile. Donc, je vous rappelle que les enseignants qui sont dans le secteur de Montluçon peuvent te contacter Oui, si c'est vrai. ils ont envie de se lancer de cultiver la coopération dans leur classe. Oui, j'ai des petits trucs qui, justement, qui sont pas très chronophages et qui peuvent, voilà, qui peuvent aider à améliorer le petit climat de classe. Hein. Voilà.